Cela faisait quelques années que je m'intéressais à la Deep Web. J'avais toujours été fasciné par ces coins sombres et secrets de l'Internet, là où peu de gens osaient s'aventurer. On entend toutes sortes de rumeurs à propos des choses horribles qu'on peut y trouver. Mais moi, ce qui m'attirait, c'était le mystère. Un soir, par pure curiosité, je suis tombé sur un forum appelé Sonadors Consciente. Le nom m'a intrigué, et la description encore plus. Ce forum prétendait enseigner des techniques avancées pour contrôler les rêves. On y parlait de rêves lucides, d'expériences extracorporelles, et même de la possibilité d'explorer des mondes intérieurs inaccessibles autrement. Je ne savais pas si je devais y croire, mais il y avait quelque chose de captivant dans tout ça. Je me suis inscrit. Après tout, qu'est-ce que je risquais? Les discussions étaient étonnantes, des gens du monde entier racontaient leurs expériences, décrivant avec des détails impressionnants comment ils manipulaient leurs rêves à volonté. Certains disaient qu'ils pouvaient voler, d'autres qu'ils recréaient des souvenirs d'enfance oubliés, et il y avait même des histoires de personnes affirmant avoir rencontré d'autres rêveurs dans leurs songes. Au début, je ne faisais que lire, un simple observateur parmi tant d'autres. Mais très vite, la tentation de participer activement est devenue trop forte. Un soir, j'ai décidé d'essayer les techniques proposées. La méthode était simple, presque banale. Des exercices de concentration avant de dormir, des carnets de rêves à tenir chaque matin, et une série de méditations guidées. C'était bizarre, mais après quelques jours, j'ai commencé à ressentir des résultats. Mes rêves devenaient plus clairs, plus vivants. Petit à petit, je pouvais influencer certains détails, comme les couleurs, les sons et même les paysages. C'était grisant. L'idée d'être en contrôle dans un monde où normalement tout est imprévisible m'a donné un sentiment de puissance que je n'avais jamais ressenti. Plus je m'entraînais, plus je me sentais maître de cet univers intérieur. Je pouvais voler, changer de décor à volonté, parler à des personnages imaginaires, bref, tout était possible. Mais je ne savais pas encore que ce jeu apparemment inoffensif allait devenir un cauchemar éveillé. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que les techniques fonctionnaient vraiment. Chaque nuit, mes rêves devenaient plus contrôlés, plus intenses. C'était comme si j'avais découvert une clé secrète pour ouvrir des portes que je ne soupçonnais même pas. Tout ce que je voulais faire dans mes rêves, je le faisais. Voler au-dessus des villes, marcher sur l'eau, ou même revivre des souvenirs d'enfance enfouis dans ma mémoire. Mais c'est au cours d'une nuit particulière que quelque chose d'étrange est arrivé. Alors que je me trouvais dans un paysage que j'avais créé, une vaste prairie sous un ciel crépusculaire, j'ai remarqué une silhouette au loin. C'était flou, indistinct, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle était immobile, me mettait mal à l'aise. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de me regarder, ou du moins, c'est ce que je ressentais. J'ai d'abord pensé que c'était une simple projection de mon esprit, un détail que mon subconscient avait inventé. La nuit suivante, elle était encore là. Toujours à la même distance, toujours silencieuse. Peu importe où je me trouvais dans mon rêve, cette silhouette réapparaissait, parfois à peine visible à l'horizon, parfois plus proche, mais toujours passive, comme une ombre observant de loin. Je me disais que c'était peut-être le signe d'une inquiétude cachée, d'une peur que je devais affronter. Mais il y avait autre chose. Ce n'était pas comme les autres personnages que je pouvais créer à volonté dans mes rêves. Je n'avais aucun contrôle sur elle. J'ai commencé à la voir dans presque tous mes rêves, chaque nuit, sans exception. J'essayais de l'ignorer, de me concentrer sur autre chose, mais elle était toujours là en arrière-plan, une présence constante et dérangeante. Peu importe à quel point je modifiais le décor ou l'atmosphère du rêve, la silhouette persistait, comme si elle faisait partie intégrante de l'endroit. Et plus le temps passait, plus je ressentais une angoisse sourde monter en moi. C'était comme si cette chose, quoi qu'elle soit, commençait à prendre racine dans mon esprit, dépassant le simple cadre de mes rêves. Puis, un matin, après m'être réveillé, je l'ai vue. Pas dans mes rêves cette fois, mais dans la vie réelle. Une ombre furtive, à la périphérie de ma vision, disparaissant aussitôt que je tentais de la fixer. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une montée inexorable de la peur.
Ce qui n'avait commencé que dans mes rêves s'était infiltré dans ma réalité. Je voyais la silhouette, toujours à la limite de ma vision, dans des reflets, à travers des fenêtres, dans des coins sombres. D'abord, je pensais que c'était mon imagination, un résidu de mes rêves qui jouait des tours à mon esprit fatigué. Mais plus le temps passait, plus elle devenait présente, comme si elle s'enracinait dans ma vie quotidienne. Chaque fois que je fermais les yeux, elle était là, quelque part, me guettant. La nuit, je me réveillais en sueur, convaincu que quelque chose se trouvait dans ma chambre, dans l'obscurité. La silhouette ne bougeait jamais, ne faisait jamais de bruit, mais sa simple présence me terrifiait. Elle ne faisait qu'observer, patiente, comme si elle attendait quelque chose. J'ai fini par retourner sur le forum Sonador Consciente pour chercher des réponses. Peut-être que quelqu'un d'autre avait vécu la même chose. Peut-être que c'était une phase normale du contrôle des rêves, quelque chose que je devais surmonter. Mais à ma grande surprise, personne n'avait de réponse claire. Certains utilisateurs avaient déjà mentionné des figures étranges ou des présences dans leurs rêves, mais aucune ne semblait aussi persistante que celle que je voyais. Un membre m'a conseillé d'arrêter immédiatement toutes les techniques que j'avais apprises. Il disait que jouer avec les rêves pouvait ouvrir des portes que nous n'étions pas prêts à franchir, que certaines choses, une fois libérées, ne pouvaient pas être enfermées à nouveau. D'autres me disaient que c'était probablement le reflet de mon propre inconscient, une manifestation de mes peurs profondes. Mais peu importait ce que les gens disaient, la peur restait. Rien de ce que je lisais ne correspondait à ce que je vivais. Puis, ça a empiré. Les ombres dans ma maison devenaient plus denses, plus présentes. La silhouette apparaissait même en plein jour, toujours à la limite de ma perception, jamais assez nette pour être capturée ou identifiée. Je sentais une tension constante, comme si quelque chose de terrible allait arriver, mais je ne savais pas quand. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, certain que j'avais entendu des pas dans le couloir. Quand je suis sorti de ma chambre pour vérifier, tout était silencieux. Mais je savais qu'elle était là, quelque part, à m'observer dans l'ombre. Un matin, en essayant de me connecter au forum Sonador Consciente pour voir s'il y avait de nouvelles réponses à mon problème, j'ai découvert que le site avait disparu. Plus rien. Impossible d'y accéder. J'ai rafraîchi la page, tenté d'y entrer par d'autres moyens, mais rien ne fonctionnait. C'était comme si le forum n'avait jamais existé. Tous les liens, toutes les discussions, tout s'était volatilisé sans laisser de traces. Un sentiment de panique m'a envahi. Sans le forum, sans cette communauté, je me sentais complètement seul face à cette présence qui semblait me hanter. J'ai cherché partout des indices pour comprendre ce qui s'était passé, mais c'était le vide total. Aucun des membres du forum avec qui j'avais échangé auparavant n'était joignable, et les adresses e-mail que j'avais finissaient toutes par envoyer des erreurs. Ce silence numérique m'a glacé le sang. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait effacé toute trace de cette communauté. Je commençais à me demander si je n'avais pas ouvert une porte que je n'aurais jamais dû franchir. J'ai décidé de tout arrêter. J'ai cessé d'essayer de contrôler mes rêves, d'utiliser les techniques du forum, et je me suis concentré sur le fait de retrouver une vie normale. Mais la figure sombre continuait de me suivre, chaque jour, chaque nuit, à chaque coin d'ombre. C'était comme si elle était devenue une partie de mon existence, une ombre perpétuelle qui ne disparaîtrait jamais. Elle se tenait dans les coins de mes yeux, glissant furtivement à travers les reflets des miroirs et des fenêtres. Toujours silencieuse, toujours présente, mais jamais assez proche pour que je puisse la confronter. Puis, un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai senti un changement. L'air était lourd, chargé de quelque chose de sinistre, comme si la silhouette avait enfin décidé de se manifester pleinement. En entrant dans ma chambre, je l'ai vue, cette fois de manière nette, debout dans un coin sombre, à l'autre bout de la pièce. Mon cœur a failli s'arrêter. C'était réel. Elle était là, plus qu'une simple apparition dans mes rêves ou des reflets furtifs dans le monde éveillé. Elle était maintenant dans ma réalité, à quelques mètres de moi, figée, mais bien présente. Mon corps s'est paralysé de peur. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais ni bouger, ni crier.
Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette chose ne disparaîtrait jamais. Le forum avait peut-être disparu, mais la figure, elle, était bien réelle. Depuis cette nuit où j'ai vu la silhouette dans ma chambre, ma vie a pris un tournant irréversible. Elle était là, dans chaque recoin sombre, dans chaque reflet, et parfois juste en face de moi, immobile. Elle ne parlait jamais, ne bougeait jamais, mais son regard invisible me suivait partout. Ce qui avait commencé comme une étrange expérience dans mes rêves était devenu un cauchemar éveillé dont je ne pouvais plus m'échapper. J'ai essayé de tout ignorer, de continuer ma vie comme avant. Je suis allé voir des médecins, des thérapeutes et même des prêtres, cherchant désespérément une explication ou une solution à cette présence qui me hantait. Mais personne ne pouvait m'aider. On me disait que c'était du stress, de la fatigue, que mon esprit me jouait des tours. Pourtant, je savais au fond de moi que c'était bien plus que ça. Ce n'était pas une hallucination, ni un simple produit de mon imagination. Elle était là, tangible, réelle. La silhouette n'était plus seulement une apparition dans mes rêves ou à la périphérie de ma vision. Elle commençait à s'immiscer dans chaque aspect de ma vie. Des objets changeaient de place dans ma maison. Des portes s'ouvraient seules, des bruits résonnaient la nuit, comme des chuchotements que je ne pouvais comprendre. Parfois je sentais un souffle froid dans ma nuque, et je savais que c'était elle. Il y avait cette sensation oppressante, comme si elle essayait de me dire quelque chose, mais je ne pouvais jamais comprendre ce qu'elle voulait. J'ai fini par m'isoler de tout et de tous. Je ne pouvais plus faire confiance à ce que je voyais, à ce que je vivais. La peur devenait mon quotidien. Je dormais à peine, de peur de la retrouver dans mes rêves, et chaque seconde passée dans l'obscurité était une épreuve. La silhouette semblait se rapprocher de plus en plus à chaque apparition, comme si elle attendait le bon moment pour faire quelque chose. Quoi? Je ne le savais pas, mais je sentais que son but n'était pas simplement de me terroriser. Il y avait une finalité à tout ça. Un soir, alors que je m'étais enfermé chez moi, je l'ai vue une dernière fois, plus proche que jamais. Elle se tenait juste au pied de mon lit, parfaitement immobile. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ses contours étaient plus nets, presque humains, et pour la première fois, j'ai senti une véritable présence. Je ne pouvais plus détourner le regard. J'étais pris au piège. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, elle n'allait jamais me laisser partir. Depuis ce jour, je ne suis plus sûr de ce qui est réel. Peut-être que je suis encore dans un rêve. Peut-être que je ne me suis jamais réveillé. Ou peut-être que je suis maintenant piégé dans ce cauchemar qui a traversé la barrière entre les rêves et la réalité. Tout ce que je sais, c'est que la silhouette est toujours là, me suivant partout. Elle n'a jamais disparu et je crains qu'elle ne disparaisse jamais. C'était il y a quelques mois quand mon ami, un type un peu trop curieux pour son propre bien, m'a parlé d'un lien étrange qu'il avait trouvé en naviguant sur la Deep Web. Il m'a décrit une transmission en direct d'une pièce sombre où il ne se passait presque rien. Pas de spectacle grotesque comme on pourrait s'attendre en visitant ce genre de site. Juste une salle vide, éclairée faiblement, avec un son constant de gouttes d'eau qui tombaient quelque part hors de vue. Il n'y avait aucune description, aucun contexte. Juste cette image figée, presque hypnotique. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention. Je veux dire, combien de ces choses bizarres circulent sur la Deep Web? Des milliers, sinon plus. Mais mon ami insistait. Il m'a dit que des dizaines de personnes étaient connectées à la transmission en direct, jour après jour, attendant. Quoi exactement? Personne ne le savait. Peut-être que c'était là tout l'intérêt, cette attente d'un événement qui ne venait jamais. J'ai finalement cédé à la curiosité et cliqué sur le lien. La première fois que j'ai regardé, c'était exactement comme il l'avait décrit. Une pièce obscure, presque entièrement vide, à l'exception d'une vieille chaise en bois placée au centre et des murs ternes, usés par le temps. Le son des gouttes d'eau résonnait faiblement, créant une ambiance oppressante, mais rien d'autre ne semblait bouger. Je suis resté quelques minutes, fixant l'écran, essayant de deviner pourquoi des centaines de personnes perdaient leur temps à regarder ça. Puis j'ai quitté la page, un peu déçu, je l'avoue. Mais quelque chose dans cette pièce m'a intrigué. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé à y retourner le lendemain.
puis le jour suivant, et encore le jour d'après. Il n'y avait toujours rien. Juste cette pièce vide, les gouttes d'eau et le silence. Mais plus je regardais, plus je me sentais attiré par cet espace. C'était comme si quelque chose se cachait dans l'ombre, juste hors de ma vue. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, mais que je pouvais presque sentir. Jour après jour, je retournais sur ce lien. À chaque fois, la même scène se déroulait. La pièce sombre, la vieille chaise en bois, et ce son constant de gouttes d'eau. Rien de plus. Pourtant, je continuais à regarder, incapable de m'en détacher. C'était devenu une sorte de rituel étrange. Chaque soir, après le travail, je m'installais devant mon écran, ouvrais la page et restais là, observant cette salle vide. Une partie de moi se demandait pourquoi je faisais ça. C'était ridicule, absurde, mais il y avait quelque chose de captivant dans ce vide. Ce qui était encore plus étrange, c'était que je n'étais pas le seul. Il y avait toujours des dizaines, parfois même des centaines d'autres spectateurs connectés en même temps. Personne ne disait rien dans le chat. Il n'y avait pas de discussion, pas de réaction, juste cette masse silencieuse de gens, tous, comme moi, hypnotisés par cette pièce sans vie. Je me demandais parfois ce que les autres voyaient ou ce qu'ils attendaient. Est-ce que, comme moi, ils sentaient cette présence indescriptible, ce quelque chose caché dans les ténèbres, prêt à se dévoiler? Les jours passaient, et toujours rien. Pourtant, l'ambiance devenait de plus en plus oppressante. Le bruit des gouttes d'eau, qui au début semblait anodin, commençait à m'irriter. Il était constant, régulier, mais chaque goutte résonnait maintenant comme un rappel, comme un compte à rebours vers un événement que je ne pouvais ni prédire, ni comprendre. Mais je continuais à regarder, convaincu que quelque chose allait se produire. J'aurais dû m'arrêter là. Mais c'était déjà trop tard. J'étais pris au piège de cette attente malsaine, incapable de quitter cette salle qui, petit à petit, semblait me consumer. C'était lors d'une nuit particulièrement silencieuse que tout a changé. Comme d'habitude, je m'étais installé devant mon écran, prêt à observer cette salle vide pendant quelques minutes avant de me dire que j'avais mieux à faire. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au début, je n'ai pas vraiment remarqué. La pièce avait toujours la même apparence, sombre, oppressante, avec cette vieille chaise en bois immobile au centre. Pourtant, après un moment, j'ai perçu un mouvement dans le coin inférieur gauche de l'écran. C'était subtil, presque imperceptible. Je me suis penché en avant, plissant les yeux essayant de mieux voir. Au début, je me suis dit que c'était peut-être un effet d'ombre, ou une erreur de transmission, quelque chose d'inoffensif. Mais non, il y avait définitivement quelque chose. Une forme. Peut-être un objet que je n'avais jamais remarqué avant. Mais ce n'était pas ça. C'était un visage. Un visage caché dans l'ombre, à peine discernable, mais il était là, observant, immobile. Mon cœur a manqué un battement. La pièce avait toujours été vide. Pendant des semaines, j'avais regardé cette même scène sans le moindre signe de vie. Mais maintenant, cette chose était là, silencieuse, tapie dans l'obscurité. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard. Était-ce réel? Peut-être que je m'imaginais des choses après avoir passé trop de temps à fixer cet écran. Mais non. Plus je regardais, plus ce visage devenait évident. C'était comme s'il avait toujours été là, dissimulé juste à la limite de ma perception, attendant que je le remarque. J'ai ressenti un frisson glacé me parcourir l'échine. Qui était cette personne? Pourquoi était-elle là, cachée dans cette pièce? Et surtout, depuis combien de temps m'observait-elle? Les nuits suivantes, ma curiosité s'est transformée en une angoisse palpable. Chaque fois que je me connectais à la transmission, le visage dans l'ombre semblait de plus en plus défini. Il n'était plus juste une silhouette indistincte. Les traits devenaient clairs, et je pouvais presque discerner des yeux vides, fixés sur moi avec une intensité déconcertante. C'était comme si cette figure me connaissait, comme si elle avait passé des heures, des jours même, à m'observer. À chaque nouvelle transmission, je voyais le visage s'approcher progressivement de la caméra. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était pas simplement une apparition. Elle semblait vouloir communiquer, établir un lien, mais avec quel but? La tension était insupportable. J'avais l'impression d'être piégé dans un jeu macabre, où chaque minute passée à regarder m'enfonçait un peu plus dans la terreur. Le bruit des gouttes d'eau, qui au début était apaisant,
avait maintenant pris une tonalité inquiétante. Chaque goutte résonnait comme un écho de cette présence grandissante. Les mouvements du visage étaient lents, mesurés, presque hypnotiques. Parfois, je fermais les yeux, tentant de me convaincre que c'était juste une illusion, un effet de la fatigue. Mais lorsque je les ouvrais à nouveau, il était toujours là, un peu plus proche à chaque fois. Les discussions dans le chat restaient désespérément muettes. C'était troublant de penser que d'autres personnes regardaient cela aussi, mais personne ne semblait partager mon inquiétude. Je me demandais si d'autres voyaient ce que je voyais, ou si j'étais le seul à ressentir cette présence oppressive. À ce stade, la peur était devenue ma seule compagne. J'avais peur de ce que je pourrais découvrir si je continuais à regarder, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir. Chaque nuit, je revenais, attiré par cette obscurité, par ce visage qui, malgré tout, me fascinait terriblement. La dernière transmission était marquée par une tension insupportable. Ce soir-là, le visage était plus proche que jamais, presque collé à la caméra. J'étais paralysé, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je savais que quelque chose allait se produire, mais je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. La pièce était baignée dans une obscurité dense, et le son des gouttes d'eau résonnait comme un battement de tambour. Puis, dans un silence accablant, le visage s'est incliné légèrement vers l'avant, et j'ai entendu un murmure, un souffle à peine audible. C'était mon nom, chuchoté avec une intimité glaciale. J'ai eu l'impression que mon sang se figeait. Comment cette créature savait-elle qui j'étais? J'ai essayé de rationaliser ce que j'entendais, de me convaincre que c'était une simple coïncidence, un effet d'optique ou une hallucination, mais la terreur m'a envahi. C'était comme si les murs de ma propre chambre se refermaient sur moi, étouffant toute logique. Avant que je ne puisse réagir, l'écran s'est brusquement noirci et la transmission a été coupée. L'angoisse s'est intensifiée. J'ai cliqué frénétiquement sur le lien, espérant retrouver l'image, mais le site avait disparu. Plus rien. Juste le vide. J'étais assis là, figé, mon esprit tourbillonnant. Cette présence qui m'avait observé si longtemps, avait-elle disparu avec la transmission? Ou était-elle toujours là, quelque part, attendant le moment propice pour frapper? Depuis cette nuit-là, je sens que quelque chose a changé en moi. Chaque fois que je suis seul, j'ai l'impression d'être surveillé. Des ombres dans les coins de ma vue, des bruits dans le silence de la nuit. J'ai peur de fermer les yeux, car je sais qu'elle pourrait revenir. J'avais cherché un simple divertissement, mais je m'étais ouvert à quelque chose de bien plus sombre. Et maintenant, je ne peux qu'attendre, en tremblant, ce que l'avenir me réserve. Je m'appelle Julien, et je suis programmeur depuis plus de 10 ans. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la capacité que j'ai à comprendre et à maîtriser le monde numérique. Avec le temps, j'ai développé une certaine fascination pour les zones obscures de l'Internet. La Deep Web, cette partie de l'iceberg qui reste cachée sous la surface, a toujours réveillé ma curiosité. J'y voyais une sorte de terrain de jeu pour tester mes compétences, pour dénicher des mystères codés que personne n'avait encore résolus. J'avais toujours été prudent. Je connaissais les dangers, les pièges tendus par les hackers et autres pirates informatiques, mais je savais me protéger. Les pare-feux, les VPN, les systèmes de cryptage avancés étaient mon armure. Je ne faisais confiance à personne, et encore moins à ce que je trouvais dans les recoins sombres de l'Internet. Mais c'était justement ce qui me poussait à aller toujours plus loin. Plus c'était caché, plus c'était mystérieux, et plus je voulais savoir ce qui s'y trouvait. Une nuit, comme tant d'autres, je me suis aventuré sur des forums et des sites obscurs. Rien de bien surprenant au début. Des pages abandonnées, des fichiers corrompus, des discussions cryptiques entre anonymes. Puis, sur un site que je ne reconnaissais pas, j'ai vu un fichier qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Pas de nom explicite, juste une suite de chiffres. 5, 8, 3, 7, 4, 9, 2. Un titre sans aucun sens, comme une énigme à décoder. Mon cœur a battu un peu plus vite. Ce genre de découverte me donnait toujours une montée d'adrénaline. Je l'ai téléchargé sans hésiter. Le fichier s'est téléchargé rapidement, comme s'il ne pesait presque rien. Un simple 5837492.exe.
J'ai ouvert le bloc-notes pour essayer de voir le code, comprendre ce qu'il faisait, mais à ma grande surprise, ce n'était qu'un amas incompréhensible de symboles et de lettres désordonnées. Aucun langage de programmation que je connaissais n'utilisait cette syntaxe. Ce n'était ni du Python, ni du C++, ni même une sorte de cryptage que j'aurais pu déchiffrer. C'était autre chose. Intrigué, j'ai tenté d'exécuter le fichier sur une machine virtuelle pour éviter tout risque. J'étais prêt pour un quelconque malware, mais rien ne s'est passé immédiatement. Puis, soudainement, l'écran de mon ordinateur a commencé à clignoter. Une série de flashs blancs et noirs, presque comme si l'écran perdait le signal. Avant que je ne puisse réagir, l'ordinateur s'est éteint complètement, plongeant la pièce dans le noir total. Le silence qui a suivi était lourd, oppressant. Mon cœur battait à tout rompre. Ce genre de dysfonctionnement n'était pas inhabituel lors de l'exécution de vieux fichiers corrompus, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, une tension palpable dans l'air. Je me suis dit que c'était juste une erreur du système, quelque chose de réparable. J'ai attendu quelques secondes, puis rallumé l'ordinateur. L'écran est revenu à la normale comme si de rien n'était, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation étrange, ce picotement dans la nuque, comme si j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai fouillé dans mes dossiers, mais le fichier avait disparu. Pas de trace de 58377 CAF 9902. Il n'était plus dans mes téléchargements, ni dans mes fichiers temporaires. Il n'apparaissait nulle part. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Malgré cela, l'inquiétude persistait. Un bug peut-être, mais pourquoi ma caméra s'était-elle allumée brièvement, juste avant que tout ne s'éteigne? Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Ce qui s'était passé avec l'ordinateur continuait de me trotter dans la tête. Ce n'était pas la première fois que je tombais sur des fichiers corrompus ou bizarres. Mais cette fois, l'ambiance était différente, plus lourde. Je me suis convaincu que tout cela n'était qu'un hasard, des erreurs techniques comme il arrive parfois. Après tout, dans le monde numérique, rien n'est totalement fiable. Il devait être autour de 2 heures du matin quand je me suis réveillé en sursaut. Mon appartement était plongé dans l'obscurité, éclairé uniquement par la faible lumière de veille de mon ordinateur. Mais il y avait autre chose. Un point lumineux, petit mais bien visible, celui de ma caméra. Le voyant vert était allumé. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai bondi hors du lit, le cœur battant, et me suis précipité vers l'ordinateur. La caméra était active, comme si elle enregistrait quelque chose. Je l'ai immédiatement désactivée, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Un bug, peut-être lié au fichier que j'avais tenté d'ouvrir plus tôt. C'était la seule explication logique. Cependant, quelque chose n'allait pas. Je me sentais observé, comme si une présence invisible rôdait autour de moi. Ce sentiment d'être épié, traqué, me glaçait le sang. J'ai vérifié tous les paramètres de sécurité, désactivé l'accès à la caméra et même coupé la connexion Internet par précaution. Pourtant, l'angoisse restait. Je me suis allongé à nouveau, mais le sommeil ne revenait pas. Les minutes passaient et l'image de ce voyant vert allumé persistait dans mon esprit. Je n'avais jamais été du genre paranoïaque, mais cette fois-ci, j'avais la sensation que quelque chose m'observait, quelque chose que je ne pouvais pas voir. Mais qui était là, tout près. Le lendemain matin, j'ai tenté de mettre les événements de la veille derrière moi. Ce n'était probablement qu'un bug. Rien de plus. Je suis allé me faire un café, prêt à démarrer une nouvelle journée de travail, lorsque mon téléphone a vibré. Une notification, vous avez reçu un email. Jusque-là, rien d'anormal, je recevais des dizaines d'emails par jour, mais celui-ci était différent. Pas de sujet, pas de nom d'expéditeur, juste une adresse composée de chiffres et de lettres aléatoires. Un peu comme le fichier que j'avais trouvé la veille. Avec un mauvais pressentiment, j'ai ouvert l'email. Il contenait une seule pièce jointe, une vidéo. Mes mains tremblaient légèrement en appuyant sur le fichier pour l'ouvrir. La vidéo s'est lancée et pendant une seconde, l'écran est resté noir. Puis, l'image est apparue. Mon estomac s'est noué instantanément. C'était moi, en train de dormir. La vidéo a été prise de ma propre chambre, de l'angle exact où se trouvait ma caméra d'ordinateur. On me voyait là, allongé, immobile, respirant paisiblement. Mais ce n'était pas cela qui m'a fait frissonner jusqu'au plus profond de mon être. Ce qui m'a terrorisé,
c'était le fait que je n'avais jamais enregistré cette vidéo, et encore moins l'envoyer à qui que ce soit. J'ai aussitôt vérifié mon ordinateur. La caméra était éteinte, comme je l'avais laissée, mais le fichier de la veille, celui avec la suite de chiffres, n'était toujours nulle part. C'était comme s'il s'était évaporé. J'ai tenté de supprimer la vidéo, de la faire disparaître de mes mails, mais peu importe ce que je faisais, elle revenait toujours, réapparaissant à chaque fois que j'ouvrais ma boîte de réception. J'ai passé la journée à fouiller mon ordinateur, à vérifier chaque fichier, chaque programme installé, à chercher le moindre signe d'un logiciel espion. Rien. Pas la moindre trace. Pourtant, le malaise était là, croissant, insupportable. La nuit tombait, et avec elle, cette peur viscérale de savoir que quelqu'un ou quelque chose pouvait me surveiller à tout moment, à travers mes propres appareils. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, la situation n'a fait qu'empirer. Peu importe ce que je faisais, ce fichier semblait me suivre. J'ai changé d'ordinateur, en me disant que peut-être ma machine avait été infectée, mais même sur mon nouvel appareil, le fichier est réapparu. Une simple icône sans nom, juste ces chiffres que je ne pouvais plus ignorer, 583749I02. Chaque fois que je le supprimais, il revenait. Parfois dans les téléchargements, parfois sur le bureau, ou même dans des dossiers où je ne l'avais jamais mis. Comme s'il se déplaçait seul. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir d'autres vidéos. Elles arrivaient sans rythme précis, souvent en pleine nuit. Toujours prise de la caméra de mon propre ordinateur, elles me montraient en train de faire des choses banales. Travailler, manger, regarder un film. Mais plus elles s'accumulaient, plus quelque chose d'étrange se produisait. Dans certaines d'entre elles, des ombres furtives semblaient bouger en arrière-plan. Des formes floues, presque indistinctes, mais suffisamment présentes pour me faire douter de ma propre santé mentale. La terreur s'installait lentement, insidieusement. J'ai arrêté de dormir, de peur que la caméra se rallume à nouveau. Mais cela n'a pas suffi. Une nuit, alors que je fixais l'écran éteint, l'air tendu et anxieux, ma caméra s'est allumée. Cette fois, je n'étais même plus surpris. J'étais figé par une peur sourde, paralysante. La lumière verte brillait dans le noir, témoin silencieux de quelque chose d'invisible. Et puis, la dernière vidéo est arrivée. Celle qui a tout changé. Contrairement aux autres, elle ne me montrait pas seulement endormi ou en train de vivre ma vie quotidienne. Cette fois, il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Une silhouette, floue, se tenait au pied de mon lit. Je pouvais à peine distinguer ses traits, mais je savais que ce n'était pas moi, ni personne que je connaissais. Elle ne bougeait pas. Elle se contentait de me regarder dormir. Je n'ai jamais vu cette personne en vrai, mais je sens sa présence. Chaque nuit, cette chose est là, dans l'ombre, à m'observer, à attendre. Depuis cette dernière vidéo, peu importe où je vais, ou quel appareil j'utilise, le fichier est toujours là, comme une malédiction numérique. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais revu le visage de cet intrus dans la vraie vie, mais je sais qu'il est proche. Plus proche que jamais. Je m'appelle Lucas, et j'ai toujours eu une fascination pour ce qui est caché, pour les choses qu'on ne peut pas voir à la surface. C'est ce qui m'a conduit à la Deep Web. J'y navigue depuis des années, par simple curiosité, pour explorer ces coins sombres où personne ne va. Je ne suis pas un hacker, ni quelqu'un qui cherche des choses illégales, mais il y a quelque chose de captivant dans cette partie cachée de l'Internet. Une sorte de terrain de jeu mystérieux. Un jour, en parcourant un forum étrange que je n'avais jamais vu avant, je suis tombé sur un lien intitulé « Nous livrons tout ce que vous désirez ». Intrigué, j'ai cliqué. La page était simple, presque banale, avec un champ de texte où l'on pouvait écrire ce que l'on voulait recevoir et un bouton pour valider la commande. Pas de prix, pas de conditions, juste une promesse, tout ce que vous demandez sera livré, sans poser de questions. J'ai d'abord pensé que c'était une blague, un piège pour les crédules. Mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Sans trop réfléchir, j'ai tapé une canette de soda. Rien de sophistiqué, juste un test. Je n'avais aucune intention de suivre cette histoire sérieusement. Après avoir validé ma commande, l'écran a clignoté une fois, puis est revenu à la page d'accueil du site, sans aucun message de confirmation.
Je n'y ai plus pensé pendant quelques jours. 3 jours plus tard, alors que je rentrais chez moi après le travail, j'ai trouvé un petit colis devant ma porte. Il n'y avait ni nom, ni adresse d'expéditeur, juste une boîte simple, marron, posée là, comme si elle avait toujours été à cet endroit. Au début, je ne l'ai même pas remarqué, pensant que c'était pour un voisin. Mais mon nom est écrit dessus, en lettres majuscules à la main. C'était bizarre, je n'attendais rien. Je l'ai ramassé et machinalement, je l'ai ouvert. À l'intérieur, une canette de soda. Mon cœur a fait un bond. Exactement ce que j'avais demandé sur ce site. Je me suis figé un instant, essayant de comprendre ce qui se passait. Était-ce une coïncidence? Quelqu'un m'avait-il suivi? Je n'avais donné aucune information personnelle sur ce site, rien qui puisse permettre de me retrouver. Je me suis assis, la canette entre les mains, l'esprit en ébullition. Pendant quelques minutes, j'ai cherché des explications rationnelles. Peut-être que c'était un simple hasard ou une farce orchestrée par quelqu'un qui connaissait mes habitudes en ligne. Mais comment aurait-il su pour la commande que j'avais passée? Ce site n'était qu'une page perdue dans les tréfonds de la Deep Web. Impossible que quelqu'un l'ait traqué. J'ai finalement décidé de laisser tomber. C'était sûrement une coïncidence, rien de plus. J'ai jeté la canette et ai tenté de passer à autre chose, de me convaincre que ce n'était qu'une plaisanterie sans conséquence. Mais au fond de moi, quelque chose ne tournait pas rond. Quelques jours après cet incident, j'ai commencé à recevoir d'autres colis. Cette fois, je n'avais rien commandé. Le premier était une petite boîte, similaire à la précédente, sans nom ni expéditeur. Je l'ai ouverte avec une certaine appréhension. À l'intérieur, des photos. Des photos de moi. Des clichés pris dans ma propre maison, de différents angles. On me voyait assis sur mon canapé devant mon ordinateur ou même dans la cuisine. Des photos que je n'avais jamais prises, mais qui montraient clairement que quelqu'un avait été chez moi. Mon cœur s'est serré et un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Je vivais seul et personne d'autre n'avait accès à mon appartement. Comment diable ces photos avaient-elles été prises? Je les ai examinées minutieusement, essayant de trouver un indice, mais tout semblait parfaitement normal, sauf leur existence. Mon esprit s'est emballé. Était-ce une caméra cachée? Quelqu'un était-il entré chez moi en mon absence? La sensation d'être observé a soudainement pris une nouvelle dimension. Je me suis mis à inspecter chaque recoin de mon appartement, à la recherche de la moindre trace de caméra, de micro, de quelque chose d'anormal. Mais je n'ai rien trouvé. Le lendemain, un autre colis est arrivé. Cette fois, il contenait un morceau de tissu. Une vieille chemise usée que je n'avais jamais vue avant. Elle ne m'appartenait pas, et je ne reconnaissais pas son odeur ni sa texture. Pourtant, elle avait l'air de provenir de ma maison, comme si elle avait été là depuis toujours. Mon anxiété montait en flèche. Les choses devenaient de plus en plus étranges, et je ne comprenais toujours pas qui me faisait ça, ni pourquoi. Je voulais croire que tout cela n'était qu'une mauvaise blague, mais chaque nouvelle livraison rendait la situation plus terrifiante, plus oppressante. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque jour apportait son lot de colis de plus en plus dérangeants. La tension était palpable, et la peur m'envahissait peu à peu. Je ne savais plus quoi penser. J'avais tenté de rationaliser tout cela, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'évidence. Quelqu'un me surveillait. Un jour, j'ai reçu un paquet particulièrement troublant. À l'intérieur, il y avait une série de photos supplémentaires, mais cette fois, elles ne montraient pas seulement moi. Il y avait des images de mon voisin, prenant tranquillement son café sur son balcon, et d'autres de personnes que je croisais régulièrement dans mon quartier. Tous ces visages avaient une expression neutre. Mais ce qui me glaçait le sang, c'était le fait que ces gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait. L'angoisse grandissait en moi, et je me suis senti acculé, enfermé dans une toile d'araignée d'angoisse et de paranoïa. Chaque bruit, chaque mouvement dans ma maison me faisait sursauter. Je ne pouvais plus dormir. Les nuits se succédaient sans que je puisse fermer l'œil, craignant que la caméra ne s'allume à nouveau, que je ne reçoive une nouvelle livraison encore plus troublante. Je me suis mis à espionner mes propres fenêtres, à surveiller les allées et venues de mes voisins. J'ai essayé de découvrir qui, parmi eux, pouvait être complice de cette folie.
L'idée que quelqu'un puisse être si proche de moi sans que je ne le réalise me terrifiait. Une nuit, alors que je scrutais la rue depuis ma fenêtre, j'ai cru apercevoir une silhouette, un homme vêtu de noir, debout au coin de ma rue, le regard rivé vers ma maison. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis reculé lentement, essayant de ne pas attirer son attention. L'angoisse était palpable. Était-ce lui? Était-ce celui qui se cachait derrière toutes ces livraisons? J'ai finalement décidé de verrouiller toutes mes portes et fenêtres, persuadé que quelque chose de terrible était en train de se produire. Mais, malgré toutes mes précautions, une question demeurait. Qui était vraiment derrière tout cela? Et pourquoi s'en prenait-il à moi? La tension a atteint son paroxysme le jour où un dernier colis est arrivé. Je ne pouvais plus rester dans ma maison, mais le besoin de comprendre ce qui se passait m'a poussé à ouvrir la boîte, malgré ma peur. À l'intérieur, il n'y avait pas d'objet, pas de photo. Juste un simple billet, plié en deux. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que je l'ouvrais. Les mots écrits à la main me glaçaient le sang. Maintenant, nous voyons-vous de près. Ce message, bien que concis, résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. C'était une déclaration de guerre. L'angoisse m'a submergé et une profonde terreur s'est emparée de moi. Je n'étais plus seulement observé, je devenais le protagoniste d'un cauchemar sans fin. Chaque instant que je passais chez moi me semblait être une provocation. J'avais l'impression d'être piégé dans ma propre vie. Je me suis mis à vérifier frénétiquement mes fenêtres, mes portes, chaque recoin de ma maison. J'ai même envisagé de fuir, de tout abandonner, mais l'idée de laisser derrière moi ce qui me restait de sécurité me terrifiait encore plus. Comment pourrais-je quitter mon chez-moi en sachant que je n'étais pas seul, que quelqu'un me traquait? La peur m'a isolé. Mes amis et ma famille ont commencé à s'inquiéter de mon comportement. Je ne leur ai rien dit, craignant de les entraîner dans ce tourbillon de terreur. Je suis devenu un étranger dans ma propre vie, incapable de me concentrer sur autre chose que cette menace omniprésente. À chaque bruit, chaque ombre, je m'attendais à voir cette silhouette noire apparaître, à ressentir cette présence intrusive. Je savais que, quoi qu'il arrive, je n'étais plus en sécurité. La dernière phrase du billet hantait mes pensées. Nous voyons-vous de près. Je me suis demandé combien de temps avant que cette menace ne devienne une réalité. Combien de temps avant qu'elle ne franchisse le seuil de ma maison? Ma vie était devenue un véritable cauchemar, et je n'avais aucune idée de la suite. Je travaillais comme chercheur dans le domaine des réseaux obscurs, et mes recherches m'amenaient souvent à explorer les recoins les plus cachés de la Deep Web. Ce n'était pas une simple curiosité malsaine, mais une quête académique à entender ces espaces numériques que peu osent parcourir. Je passais des heures à analyser des schémas, des comportements en ligne, des cryptographies complexes. J'étais fasciné par l'idée qu'il existait des mondes secrets, des labyrinthes numériques que seuls quelques initiés pouvaient trouver. Un soir, alors que je naviguais dans les profondeurs de la Deep Web, je suis tombé sur un site qui a immédiatement capté mon attention. Son interface était rudimentaire, mais il y avait quelque chose de troublant. Aucune publicité, aucun texte, juste un lien simple, presque caché, qui semblait m'inviter à cliquer. Sans trop réfléchir, j'ai cédé à la tentation. Le site suivant était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Il s'agissait d'un ensemble de pages connectées entre elles, formant un véritable labyrinthe numérique. Chaque page que je visitais me plongeait davantage dans une atmosphère malsaine. Les images étaient dérangeantes, presque insupportables. Des visages déformés, des corps mutilés, le tout accompagné de sons étranges, comme des chuchotements lointains. À chaque clic, je sentais une tension monter. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose me poussait à aller plus loin. Je savais que ce que je faisais n'était pas prudent. J'aurais dû fermer mon ordinateur, arrêter cette exploration insensée, mais ma curiosité me dominait. Ce labyrinthe numérique semblait avoir été conçu pour moi, comme si chaque page était une nouvelle étape d'un jeu sinistre, dont je ne connaissais pas les règles. Plus je m'enfonçais dans ce labyrinthe numérique, plus l'atmosphère devenait oppressante. Chaque nouveau site auquel je parvenais était pire que le précédent. Les images étaient de plus en plus grotesques,
Les vidéos montraient des scènes que je n'aurais jamais dû voir, et les sons, ils étaient de nature à vous glacer le sang. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de me faire fuir. Mais en même temps, une force irrésistible me poussait à continuer. Les pages étaient remplies de codes énigmatiques, des chiffres et des lettres qui n'avaient aucun sens pour moi, mais que je copiais dans l'espoir de les décoder plus tard. À ce stade, je commençais à perdre toute notion du temps. Des heures s'écoulèrent, peut-être des jours, et je me sentais piégé dans ce cycle infernal. À chaque nouvelle page, une tension inexplicable grandissait en moi, comme si je m'approchais de quelque chose de terrible, quelque chose que je ne devrais jamais découvrir. Puis, soudainement, l'écran changea. Plus de codes, plus d'images choquantes. Je me retrouvais face à une page presque vide. Au centre de l'écran, une simple phrase s'affichait en caractères gras. « Bienvenue, mon nom complet ». Je me figeai instantanément. Comment ce site pouvait-il connaître mon nom? C'était impossible. Mais le pire restait à venir. En dessous de mon nom, une photo apparut. Une photo de moi. Mais ce n'était pas une photo quelconque, c'était moi à cet instant précis, assis devant mon écran, portant exactement les mêmes vêtements. Je ressentis une montée de panique incontrôlable. Cette photo, je ne l'avais jamais prise. Quelqu'un ou quelque chose était en train de me surveiller en direct. Mon cœur battait à tout rompre et je commençais à regarder nerveusement autour de moi, comme si je m'attendais à voir quelqu'un surgir de l'ombre. J'essayais de fermer le site, de couper ma connexion, mais rien ne fonctionnait. Chaque tentative me ramenait inévitablement à cette page, à cette photo. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de vulnérabilité. C'est à ce moment que les messages ont commencé. Une petite fenêtre de chat est apparue au coin de l'écran. Un utilisateur anonyme m'écrivait « Tu es piégé dans le labyrinthe, il n'y a pas d'issue ». Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Je tapais frénétiquement sur le clavier, demandant qui était cette personne et ce qu'elle voulait, mais aucune réponse claire ne me fut donnée. Chaque fois que je posais une question, l'anonyme répondait simplement avec des détails troublants sur moi. Mon adresse, le nom de mes proches, et même des informations sur des événements passés dont je n'avais jamais parlé à personne. Le malaise se transforma rapidement en terreur pure lorsque le message suivant s'afficha. « Je t'observe en ce moment même. » Je regardais autour de moi, mes yeux balayant chaque recoin de la pièce. Il n'y avait rien, du moins rien de visible. Pourtant, j'avais la sensation oppressante d'être épié. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir. Mais fuir où? Le sentiment d'être traqué ne me quittait pas, comme si l'air même que je respirais devenait plus lourd, étouffant. Je tentais alors de quitter la page, de fermer tous mes onglets, de redémarrer l'ordinateur, mais rien n'y faisait. Chaque fois que je relançais mon navigateur, le même site apparaissait automatiquement, avec mon nom, ma photo et ce maudit message. « Tu ne peux pas échapper au labyrinthe ». Je coupais Internet, éteignis mon modem, mais le site réapparaissait toujours, comme s'il vivait en dehors de la réalité numérique à laquelle j'étais habitué. Les messages continuaient à affluer, et à chaque nouvel envoi, ils devenaient plus personnels, plus invasifs, me plongeant dans un cauchemar éveillé. Je n'étais plus seulement un spectateur de ce labyrinthe numérique. J'en étais désormais la proie. Les jours suivants furent un véritable enfer. Les messages anonymes continuaient de me harceler, à toute heure du jour et de la nuit. Ce n'était plus seulement à travers l'ordinateur. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages provenant de numéros inconnus, tous portant la même signature. « Tu es piégé. Il n'y a pas d'issue. » Chaque notification me glaçait le sang, car les messages ne se contentaient plus de répéter cette phrase. Ils décrivaient en détail mes actions en temps réel. « Tu viens de regarder par la fenêtre. Tu as laissé tomber ta tasse. Ton téléphone est dans ta main droite. » Le pire, c'est que ces messages arrivaient instantanément, comme si quelqu'un était dans la pièce avec moi, observant chacun de mes mouvements. Je commençais à perdre le sommeil, incapable de me sentir en sécurité, même dans ma propre maison. Chaque bruit, chaque ombre devenait une source de terreur. Je barricadais mes fenêtres, vérifiais constamment que la porte était bien verrouillée, mais le sentiment d'être surveillé ne me quittait jamais. La paranoïa s'installait peu à peu, rongeant mes nerfs. Je tentais de découvrir qui pouvait être derrière tout ça.
J'explorais mes contacts, mes anciennes recherches sur la Deep Web cherchant une faille, un indice. Mais chaque piste me ramenait à ce même labyrinthe numérique, cet espace sombre et sans fin qui semblait avoir capturé une partie de moi. À mesure que les jours passaient, je me demandais si ce labyrinthe n'était pas devenu une prison mentale, quelque chose dont je ne pouvais échapper, peu importe mes efforts. Même les rares moments où je sortais de chez moi, les messages me suivaient. Je t'ai vu sur cette rue. Tu ne peux pas te cacher. Les détails étaient toujours exacts, presque trop précis, et cette idée que quelqu'un ou quelque chose puisse connaître ma vie dans ses moindres recoins me poussait au bord de la folie. Plus je cherchais à comprendre, plus je m'enfonçais dans ce sentiment d'impuissance. Un soir, alors que je n'avais presque plus dormi depuis plusieurs jours, mon téléphone sonna. Cette fois, ce n'était pas un message, mais un appel provenant d'un numéro inconnu. Mon instinct me disait de ne pas répondre, mais quelque chose, peut-être la curiosité morbide ou le désespoir de comprendre enfin ce qui se passait, me poussa à décrocher. Au bout du fil, une voix, calme et neutre, presque mécanique, murmura. « Le labyrinthe n'est pas un endroit, c'est toi. Depuis le début, tu étais piégé. Il n'y a pas de sortie, car tu fais partie de lui. » Je restais sans voix, la gorge serrée, tentant de répondre, mais aucune parole ne sortit. Puis la voix continua. « La seule façon de t'échapper est d'accepter ta place. Tu ne peux pas fuir ce que tu es devenu. » Le téléphone se coupa brutalement, et le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Je posai mon téléphone avec des mains tremblantes, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Le labyrinthe, un symbole de ma propre chute, de mon enfermement dans cette spirale numérique et mentale, les messages, les photos, cette surveillance constante, tout était connecté, mais d'une manière que je ne pouvais saisir pleinement. Cette nuit-là, je fis un dernier geste désespéré. J'allumai mon ordinateur, retournai sur le site. Comme d'habitude, mon nom et ma photo m'attendaient. Mais cette fois, au lieu de fermer la page ou de lutter contre cette terreur omniprésente, je restais immobile, fixant l'écran. Je laissais les messages défiler, les codes et les images abominables m'entouraient, comme si j'acceptais enfin l'inévitable. Puis, quelque chose changea. Le site se figea, l'écran devint noir, et une seule phrase s'afficha. « Bienvenue chez toi ». Je compris à ce moment-là que le labyrinthe n'était pas qu'un piège numérique, mais une prison psychologique dans laquelle j'avais été entraîné. Et désormais, il faisait partie de moi. Il n'y aurait jamais de véritable échappatoire, car je portais ce labyrinthe en moi, partout où j'allais. Je restais devant l'écran pendant des heures, absorbé dans cette nouvelle réalité. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.